Bonjour, je me présente. Moi, c'est Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. Cette leçon qui est destinée aux élèves des sections scientifiques est sous la direction de M. Fawzi Hammemi, inspecteur général des sciences physiques. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Donc, nous allons essayer alors ici d'étudier les oscillateurs électriques libres et non amortis. Rappelez-vous que vous avez déjà traité de ce problème-là, de cette situation-là, avec mes collègues précédemment. Donc aujourd'hui, alors ici, on va essayer de faire autre chose. Nous allons étudier ces oscillateurs-là du point de vue étude énergétique. Donc on va étudier les énergies, les différentes formes d'énergie qui sont présentes dans l'oscillateur. Bien, donc commençons alors ici par le début. Donc tout d'abord, on va commencer par quelques tout petits rappels sur ce que vous avez fait avant concernant l'oscillateur électrique libre non amorti qu'on nomme communément le circuit LC. L, cela veut dire inductance de la bobine et C, cela veut dire capacité du condensateur. Donc la bobine, donc aujourd'hui, doit être purement inductive, donc elle ne doit pas présenter de résistance interne pour qu'il n'y ait pas d'amortissement dans le circuit. Alors quelques tout petits rappels alors quand même. Alors vous avez votre circuit où le condensateur, donc où le circuit il est construit alors ici par deux dipôles. Vous avez le dipôle condensateur et la bobine qui est purement inductive, ça je le rappelle. Alors dans ce schéma-là, nous avons donc représenté le sens de parcours. Attention, ce n'est pas le sens du courant électrique, là il va y avoir des oscillations. Donc forcément le courant va circuler tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sens. Je pense que ça vous l'avez vu déjà avant. Donc c'est un sens conventionnel. Nous avons représenté les tensions par des flèches qui sont représentées, convention récepteur, de façon inverse par rapport au sens de parcours. Alors au début, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Votre condensateur doit être initialement chargé. Rappelez-vous que pour charger le condensateur, donc il faut utiliser un circuit à étage, ou dans l'étage, normalement, donc, qui n'est pas représenté aujourd'hui. Donc, il fallait alors ici charger le condensateur par l'intermédiaire d'un générateur de tension. C'est une opération qui peut prendre quelques instants s'il y a présence de résistance. Sinon, la charge du condensateur peut être instantanée s'il n'y a pas de résistance. Alors, voici notre circuit qui est déjà prêt. Donc, je rappelle que notre condensateur doit être initialement chargé. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Apparemment, le condensateur va se décharger à travers la bobine. Donc, on voudrait bien, et ça on l'a vu avant, savoir de quel type de décharge il s'agit. Donc, on a vu avant avec mes collègues que la décharge est une décharge oscillante. Ça veut dire qu'il va y avoir des oscillations. Cela veut dire que la grandeur I ou bien la grandeur U, toutes deux donc, vont osciller entre deux positions extrêmes. I va varier entre deux positions extrêmes, plus Imax et moins Imax, alors que Q va aussi osciller entre deux positions extrêmes, plus Qmax et moins Qmax. Ça, ce n'est pas notre affaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'étude énergétique. Alors, quelques tout petits rappels, on l'a précisé avant. Donc tout d'abord, on rappelle l'équation différentielle. Et je rappelle que l'équation différentielle, pour l'établir, il faut utiliser la loi des mailles. Alors pour appliquer la loi des mailles, il faut obligatoirement que vous dressez votre montage. Vous faites donc le circuit avec le sens de parcours et les flèches. D'accord? Puis vous appliquez la loi des mailles. Définitivement, on obtient que la dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus 1 sur LC, Q est égal à 0. Je rappelle que 1 sur LC, le terme 1 sur LC, ça représente donc une grandeur que vous connaissez déjà. C'est le carré de la pulsation propre. Pourquoi on parle de propre? Parce que notre circuit est un oscillateur électrique, ça c'est sûr, libre et non amorti. Donc lorsque l'oscillateur est libre non amorti, il oscille avec une pulsation propre, oméga 0, avec une période propre, T0, avec une fréquence propre, N0, parce que rappelez-vous que si notre circuit n'est pas libre, s'il y a par exemple donc, des oscillations qui sont forcées, alors notre oscillateur va osciller avec la fréquence imposée par l'excitateur qui n'est autre que le GBF. Ça, c'était autre chose, n'est-ce pas? Alors, l'équation différentielle, donc, la voici, c'est une équation du second ordre, puisqu'on est dans le cas d'une équation différentielle avec une dérivée seconde. Alors, vous remarquez bien, et ça, vous devez le savoir, que c'est une équation qui admet une solution à caractère sinusoïdal. Si votre équation différentielle est du premier ordre, dérivée première seulement, alors la solution doit être exponentielle. Ça, on l'a vu avec le circuit RC ou bien le circuit RL. Par contre, aujourd'hui, c'est une équation différentielle du second ordre. La solution doit être parfaitement sinusoïdale.
Alors, la solution de l'équation différentielle, je viens de le dire, elle s'écrit de la façon suivante. Donc, intéressons-nous à la charge Q. Alors, charge Q, je rappelle quand même que le condensateur, il possède deux plaques. Donc, il y a deux charges. Attention, là, on parle de quelle plaque? On parle de la plaque conventionnellement par laquelle rentre le sens conventionnel du courant. Donc, là, je suis en train de parler de cette plaque-là. Donc, voici la plaque qui m'intéresse. D'accord? Donc, voici la plaque par laquelle rentre le sens de parcours. Donc, si je mets ici Q est égal à Q max sinus oméga 0t plus phi de Q, je parle obligatoirement de cette plaque-là. Bien entendu, l'autre plaque doit avoir donc une charge qui est opposée et égale en valeur absolue à la charge de la plaque de dessus, n'est-ce pas? Alors, la pulsation propre, donc ça on l'a dit, elle est égale à 1 sur racine de LC, puisque ça c'est oméga 0 au carré. Donc, oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. Autre chose, d'accord? Alors, l'intensité I du courant. Alors, l'intensité I du courant, donc on peut l'étudier en passant par la charge Q. Je rappelle que l'intensité I n'est autre que la dérivée de la charge Q par rapport au temps. Ben justement, I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. On va dériver cette expression-là. Ça va nous donner, alors ici, Q max, c'est une constante, donc elle reste là où elle est, sinus de oméga 0t plus phi de Q. Je fais sortir l'oméga 0 à l'extérieur, donc ça fait Q max fois oméga 0. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Bien sûr, vous allez avoir ici la même phase. Donc, apparemment, oméga 0t plus phi de Q. Alors, vous savez très bien qu'on peut normalement passer de la fonction sinus à la fonction sinus, donc facilement. Il suffit alors ici de passer du cosinus vers le sinus en ajoutant plus pi sur 2. Donc, il vaudrait mieux travailler avec la fonction sinus. Comme ça, on est capable de comparer les deux fonctions Q et I. Et ça va nous faciliter normalement les calculs. Bon, parfois on conserve le cosinus, parfois on passe au sinus. Ça dépend des calculs qui vont donc se dresser devant nous. Alors vous allez voir ça donc plus tard. Donc je peux alors ici écrire la chose suivante. Je remarque alors ici que notre fonction U de t est une fonction parfaitement sinusoïdale. Vous avez un terme constant qui est à l'extérieur et la fonction sinus. Et là donc vous avez oméga t plus un terme qui représente donc ici alors ici une phase, c'est autre que la phase initiale. Alors et je rappelle que mathématiquement parlant, lorsque deux fonctions, donc, j'ai bien dit alors ici que c'est une fonction sinusoïdale. Donc, je peux l'écrire de cette façon-là. Donc, c'est I max, une valeur maximale, sinus oméga 0t plus phi de I, la phase initiale de l'intensité. Je rappelle quand même alors ici que mathématiquement, lorsque deux fonctions sinusoïdales sont égales, et de même pulsation, ça c'est sûr, donc elles doivent être synchrones, c'est que sûrement elles possèdent la même amplitude à l'extérieur de la fonction sinus. Alors là, vous avez Q max oméga 0 et là, c'est I max. Donc, on peut rappeler quand même que I max, par donc identification, elle est égale à oméga 0 fois Q max. Et je rappelle alors ici que phi I n'est autre que phi de Q plus pi sur 2. Ce sont des résultats qu'il faut connaître donc obligatoirement. Je rappelle ces résultats-là, c'est très important. Mais attention, donc ce sont des valeurs valables uniquement dans le cas de l'oscillateur libre non amorti. Vous allez me dire que cette expression-là peut être appliquée dans les oscillateurs forcés. Oui, bien sûr, mais attention, là, oméga 0, oméga plutôt n'est plus égal à oméga 0, donc là, il faut utiliser oméga excitatrice, donc appliquée par l'excitateur. Mais pour le cas de l'oscillateur électrique libre non amorti, donc ce oméga-là n'est autre que la pulsation propre. Donc retenez bien ces deux expressions-là. On passe à la suite. Alors, maintenant, donc, on passe à l'étude qui nous intéresse. C'est l'étude, bien entendu, énergétique. Rappelez-vous alors ici que votre circuit il est construit par deux dipôles. Et ces deux dipôles-là, ça on l'a vu avant, ce sont des dipôles un peu particuliers parce que ce sont des réservoirs d'énergie. Le condensateur est un réservoir d'énergie électrostatique, bon, on dit communément électrique, et la bobine est un réservoir d'énergie magnétique. Donc, les deux dipôles sont capables d'emmagasiner de l'énergie. Bon, vous allez me dire qu'il y a quand même une certaine différence du point de vue
réservoirs d'énergie. Donc, ces deux réservoirs-là, quand même, ce sont des réservoirs, c'est sûr, mais ils ne se comportent pas de la même façon. La différence est la suivante, c'est que tout d'abord, le condensateur, il stocke de l'énergie électrostatique sous forme de charge, alors que la bobine, donc, elle stocke de l'énergie sous forme donc, magnétique, phénomène magnétique. D'accord? Mais la différence la plus grande, la plus importante, est la suivante, c'est que le condensateur est un réservoir permanent d'énergie, il est capable de stocker de l'énergie autant de temps que vous voulez. Vous pouvez charger votre condensateur, revenir beaucoup plus tard et vous allez retrouver votre énergie. Par contre, la bobine est un réservoir d'énergie, ça c'est sûr, mais c'est un réservoir temporaire d'énergie. Cela veut dire que la bobine, lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique, elle stocke de l'énergie. Si vous ouvrez l'interrupteur et si le courant s'annule, donc là, la bobine perd toute sa quantité d'énergie. On en a parlé du phénomène des étincelles de rupture. Ce n'est pas notre affaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du point de vue bilan énergétique. Alors, l'énergie électrique, électrostatique, emmagasinée par le condensateur, c'est cette expression-là. C'est 1/2 de Q au carré sur C, ce qui s'écrit ici par Q au carré sur 2C. Bien entendu, Q est variable de façon comment? On l'a vu tout à l'heure, de façon sinusoïdale. Donc forcément, alors ici, EC n'est autre qu'une fonction sinusoïdale aussi. D'accord? Mais attention, donc d'après l'expression de EC, nous remarquons bien que Q au carré, donc c'est un carré parfait, donc ça doit être donc strictement positif. Le dénominateur est toujours positif. Votre énergie, attention là, elle est toujours positive. Cela veut dire ici que si Q varie entre deux positions extrêmes, plus Qmax et moins Qmax, étant donné que sinus, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, votre fonction Q, elle varie entre deux positions extrêmes, plus Qmax et moins Qmax. Mais étant donné que Q elle est élevée au carré, donc votre énergie ne peut varier qu'entre deux positions. D'une part, nulle au-dessous, d'autre part, maximale au-dessus. Donc, on peut dire pour le moment que l'énergie électrostatique du condensateur est une grandeur toujours positive. Bon, elle peut être nulle parfois, hein, d'accord? Bien, donc ça c'était l'énergie électrostatique. Alors on passe maintenant à l'autre forme d'énergie, l'énergie qui peut être stockée dans la bobine. Et là on l'a appelée énergie magnétique. L'expression de l'énergie magnétique c'est EL, E magnétique, c'est égal à 1/2 de LI au carré. Exactement de la même façon que pour l'énergie électrostatique, l'énergie magnétique est toujours positive ou nulle, bien entendu, parce que I, ça c'est vrai que I, il varie entre deux positions extrêmes, puisque sinus est compris entre moins 1 et 1 aussi de ce cas-là. Donc, forcément, I, elle varie entre plus Imax et moins Imax. Mais puisqu'il s'agit d'un carré là, votre énergie ne peut être que toujours soit positive, soit nulle, elle ne peut être jamais négative. Donc, voici les deux expressions des deux énergies accumulées, stockées, dans le condensateur ou bien dans la bobine à tout moment. Donc, si vous voulez chercher l'énergie présente à un instant particulier, il suffit de connaître la valeur de Q. Vous allez me dire, où est-ce qu'on peut avoir la valeur de Q? Vous avez l'expression de Q. Il suffit de remplacer le temps ici pour connaître la valeur de Q. Vous remplacez ici, vous allez avoir votre énergie électrostatique à un instant donné. Pour connaître la valeur d'une énergie magnétique à un instant donné, il suffit alors ici de remplacer le temps dans la fonction U du T. Donc, vous allez connaître votre intensité. Vous remplacez ici, donc vous allez avoir votre énergie magnétique. Donc, on va essayer donc d'effacer alors ici ce qu'on a écrit. Donc, puis on passe à la suite. Alors, la suite est la suivante. Alors, je voudrais bien savoir maintenant, alors ici, que le système, et ça on le sait d'avance, hein, qu'il s'agit d'un système conservatif. Un système qui est conservatif, c'est un système qui conserve son énergie. Cela veut dire que l'énergie devrait rester constante au cours du temps. Rappelez-vous que pour un oscillateur, nous avons commencé par les oscillateurs électriques libres amortis, le circuit RLC. Les élèves connaissent donc l'appellation RLC. Nous, on l'appelle oscillateur électrique libre amorti. Dans le cas d'un oscillateur électrique libre amorti, l'énergie, elle n'était pas conservée. D'ailleurs, je rappelle que l'expression de la variation de l'énergie par rapport au temps, qui revient mathématiquement à dériver l'énergie par rapport au temps, c'est moins R total fois I au carré. R total, c'est la résistance totale du circuit. Donc, vous avez la résistance R qui peut se trouver dans le circuit avec la résistance interne de la bobine. Donc, vous remarquez bien alors ici que la dérivée de E par rapport au temps n'est pas nulle. Donc, le système
ne conserve pas son énergie puisque la dérivée n'est pas nulle, donc l'énergie n'est pas constante. Et en plus de ça, la dérivée est négative, donc forcément votre énergie totale, elle est toujours décroissante. Donc ça c'est dû au signe moins. D'accord? Alors que dans notre cas, je pense que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'aujourd'hui, notre système, alors ici, ne présente pas de perte d'énergie, ne présente pas d'amortissement. Apparemment, hein, comme une première idée, votre énergie va être conservée. D'accord? Bien. Donc, essayons d'effacer ce que nous avons écrit. Donc, essayons là maintenant de répondre à cette question-là. Alors, on voudrait bien savoir que le système, il est conservatif. Là, vous avez deux méthodes. Donc, essayons de voir la première méthode. Alors, l'énergie totale emmagasinée dans le circuit. On va chercher l'énergie totale. Donc, le circuit il comporte deux dipôles, un condensateur et une bobine. Donc, si vous voulez chercher votre énergie dans le circuit, donc sûrement il faut la chercher où elle peut se trouver, où elle est stockée. Alors, votre condensateur, il est capable de stocker de l'énergie. Votre bobine, elle est capable de stocker à son tour de l'énergie. Donc, l'énergie qui est présente dans le circuit, il faut la chercher dans les deux dipôles. Donc, il faut faire la somme des deux énergies présentes dans les deux dipôles. Et ça, c'est l'énergie totale emmagasinée dans le circuit. Alors, essayons d'écrire l'expression de l'énergie totale. Donc, c'est énergie électrostatique plus énergie magnétique. Donc, on a donné ces deux expressions-là tout à l'heure. C'est 1 demi de Q au carré sur 2C plus 1 demi de LI au carré. Attention, cette expression-là ne montre jamais que votre énergie elle est constante. Parce que cette expression-là, elle était valable aussi dans le cas des oscillateurs électriques libres amortis. Et vous devez savoir que cette expression-là est aussi valable même dans le cas où l'oscillateur il est forcé par un GBF. Donc, il ne faut pas se fier à cette expression-là. Alors, pour montrer que le système est conservatif, je vous propose deux méthodes. J'espère que vous les connaissez. La première consiste à remplacer Q et à remplacer I par leur expression en fonction du temps. Donc, notre question aujourd'hui, c'est d'exprimer l'énergie totale en fonction du temps. Je remplace. Alors, nous savons que l'énergie totale, TC totale, hein, c'est l'énergie électrostatique. J'ai remplacé Q par son expression. Rappelez-vous que Q est égal à Q max sinus oméga 0T plus phi de Q. Et je remplace I par son expression. Là, je conserve plutôt donc, le cosinus. C'est mieux que le sinus, vous allez voir pourquoi. Donc, c'est 1 demi de LI max au carré. Je vous rappelle alors ici que I max est égal à oméga 0 fois Q max. Donc, on vient ici de remplacer I max par son expression. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 demi de L, I au carré. Donc, I au carré est égal à I max au carré, cos carré. Donc là, c'est le terme I max au carré. Donc, cos carré de oméga 0T plus phi. Donc, alors, à la suite, alors ici, vous imaginez bien que ce oméga 0 carré, donc on l'a exprimé tout à l'heure, est égal à 1 sur racine de LC. Si on essaie de remplacer oméga 0 par 1 sur LC, 1 sur racine de LC, oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Donc, on va alors simplifier par L. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur 2C, Q max au carré. C'est pour cela, alors, ici, que nous avons donc placé 1 demi de Q max au carré sur C en facteur de sinus carré plus cos carré. Sinus carré, il provient de l'énergie électrostatique. Cos carré, ça provient du terme de l'énergie magnétique. Alors, vous remarquez bien que cos carré plus sinus carré d'un même angle, mathématiquement parlant, ça fait 1. Ça, vous devez le connaître. Donc, qu'est-ce qui reste alors ici? Il reste alors ici 1 sur 2C, Q max au carré. Je peux remplacer Q max par son expression en fonction de I max. Ça nous fait 1 demi de L I max au carré. Ce sont des valeurs qui sont constantes. Alors, je remarque bien alors ici que l'énergie totale de mon oscillateur est constante. C'est bien un système conservatif. Mais là, je pense qu'on a fait d'une pierre deux coups. Parce que d'une part, on vient de montrer que l'énergie totale est constante. Et d'autre part, nous avons cherché l'expression donc de l'énergie totale. C'est une méthode qui me plaît particulièrement parce qu'elle me permet donc ici de faire deux choses à la fois. Hein. Donc voici l'expression de l'énergie totale de mon oscillateur qui n'est autre que 1 demi de L I max au carré qui est donc forcément une constante puisque Q max et I max sont des constantes. Bien. Alors on passe à la suite. Alors,
On voudrait bien donc ici tirer la conclusion et dire par la suite que notre énergie totale est une constante, elle ne dépend pas du temps, parce que je rappelle qu'au début, j'ai dit qu'on allait chercher l'expression de E total en fonction du temps. Mais malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, on a donc perdu le temps en cours de route, donc on a trouvé ici des constantes. Ça veut dire ici que votre système est bien un système conservatif. D'accord? Donc ça, c'est la conclusion. Donc il conserve son énergie. Vous allez me dire, alors ici, cette énergie-là, en fin de compte, c'est quelle énergie? Eh bien, cette énergie-là n'est autre que l'énergie accumulée par le condensateur lors de la charge. Tout à l'heure, nous avons parlé du phénomène de charge. Nous avons chargé le condensateur à l'aide d'un générateur de tension. Donc, l'énergie présente dans l'oscillateur à tout moment, c'est l'énergie présente dans le condensateur au cours de la charge. C'est l'énergie présente dans le circuit au début de la décharge. Donc, c'est une énergie qui reste toujours constante. Alors, on peut procéder maintenant autrement. Tout à l'heure, j'ai dit ici que nous avions deux méthodes. La deuxième méthode qui permet alors ici de montrer que le système est conservatif, elle consiste à faire la chose suivante, à travailler un tout petit peu mathématiquement, à prendre votre expression de l'énergie totale et à la dériver, bien sûr. Donc, s'il y a variation, il va y avoir une variation au cours du temps. Nous allons essayer de dériver l'énergie totale par rapport au temps. Bien entendu, dès le départ, je vous dis que si on trouve que la dérivée elle est égale à une valeur nulle, cela veut dire que votre énergie, tout simplement, elle est constante. Si on trouve que la dérivée n'est pas nulle, bon, ça c'est autre chose. Donc, on peut donc essayer de discuter là-dessus. Commençons alors ici par dériver la fonction E totale par rapport au temps. Donc, votre E est égal à 1 demi de Q au carré sur 2C plus 1 demi de L sur C, hein? 1 demi de Q au carré sur 2C plus 1 demi de LI au carré, n'est-ce pas? Donc, on va dériver l'énergie totale par rapport au temps. Alors, vous allez donc vous rappeler de l'expression de la dérivée d'une fonction composée. Je rappelle alors ici que mathématiquement parlant, si vous avez une fonction u de t à la puissance n, qu'on va essayer de dériver, on va la dériver par rapport au temps. Ce n'est autre que ce n-là qui va sortir à l'extérieur fois la dérivée de votre fonction u fois u à la puissance n-1. Je pense que vous connaissez ce résultat-là mathématiquement parlant. Donc, c'est ce que nous allons faire parce que là, on nous demande de dériver q au carré, c'est une fonction composée là, q au carré, par rapport au temps. Alors, ça nous fait tout simplement 1 sur 2c, dérivée de q au carré par rapport au temps. Ça, on est au courant de ça. Plus 1 demi de L, c'est une constante, L sur 2, qu'on va donc essayer de dériver. Donc, on va dériver I au carré, c'est une fonction composée par rapport au temps. Ça va nous donner, alors ici, 1 sur 2C. Dérivée de Q au carré, c'est 2Q dérivée de Q par rapport au temps. Plus 1 demi de L, 1 demi de L, dérivée de I au carré, c'est 2 dérivée de I par rapport au temps fois I à la puissance de moins 1. Donc, dérivée de I par rapport au temps fois I à la puissance de moins 1. N'oublions pas le 2. Hein? D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez alors ici? Vous remarquez que ce terme-là, dq sur dt, n'est autre que I. Et vous remarquez là, alors qu'il y a votre I, bien sûr. Donc, on peut mettre I en facteur. On peut simplifier par 2. On peut simplifier ici par 2. Qu'est-ce qui va nous rester alors ici? Pour le premier terme, il va rester Q sur C, ça c'est le premier terme. Donc j'ai dit que j'ai mis I en facteur, plus, qu'est-ce qui va rester pour le deuxième terme? Donc c'est L fois dérivée de I par rapport au temps. Or, je pense que ce qui est entre parenthèses, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle donc une des formes de l'équation différentielle de l'oscillateur. Donc d'après la loi des mailles au début, donc la loi des mailles disait que la somme algébrique des tensions est égale à 0. Donc, UC plus UL égale à 0. UC, c'est Q sur C. Et UL, c'est LDI sur DT, est égal à 0. Tout ce terme-là est égal à 0. Donc, on va dire que ça fait 0. Donc, en fin de compte, dérivée de E par rapport au temps, ça fait 0. Et donc, mathématiquement parlant, une fonction, lorsque vous la dérivez par rapport au temps, si vous trouvez qu'elle est égale à 0, ça veut dire que votre fonction, elle ne dépend pas du temps, elle est tout le temps constante. Donc, je pense que nous pouvons dire que, ça c'est le résultat de l'équation différentielle, nous pouvons dire ici que notre énergie totale, donc sa dérivée elle est nulle, donc l'énergie totale elle est constante, votre système est bien un système conservatif. Donc alors, pour montrer que le système est conservatif, vous avez deux méthodes. La première méthode, elle consistait à exprimer l'énergie en fonction du temps. La deuxième méthode,
elle consiste à dériver l'énergie et à trouver zéro. Je pense que l'autre méthode, elle est beaucoup plus intéressante puisqu'elle me permet d'une part de montrer que l'énergie est constante et d'autre part de trouver la valeur de l'énergie. Je vous rappelle que la valeur de l'énergie totale à tout instant, c'est 1/2 de Q max au carré sur C, ou bien 1/2 de LI max au carré. D'accord? Bon, elle est pas mal cette méthode-là. Donc, vous utilisez la méthode qu'on vous demande de suivre. Attention à ça. Si on vous demande d'exprimer l'énergie totale, puis de montrer que c'est un système conservatif, vous pouvez dériver. Si on vous demande d'exprimer l'énergie totale en fonction du temps, vous revenez à la méthode de tout à l'heure, n'est-ce pas? Passons à autre chose. Donc, variation des différentes formes de l'énergie en fonction du temps. Les différentes formes d'énergie que nous avons donc dans le circuit sont deux formes d'énergie, l'énergie électrostatique et l'énergie magnétique. Je voudrais bien savoir comment varient ces deux fonctions-là, parce que j'ai ma petite idée dans la tête. Quoi ça? Parce que je sais que mon système, il est conservatif. Et mon système, donc ici, il possède deux formes d'énergie. Donc sûrement, si l'énergie totale est constante, c'est que sûrement, donc il doit y avoir donc, des variations d'énergie alternées entre l'énergie électrostatique et l'énergie magnétique. Ça, c'est la logique, mais on ne démontre jamais avec la logique. Donc il faut toujours donc, démontrer donc, à partir des résultats, à partir des expressions. Donc commençons alors ici par l'énergie électrostatique. Donc on va alors essayer d'exprimer l'énergie électrostatique en fonction du temps. Je rappelle que votre forme d'énergie, votre expression, c'est 1/2 de Q au carré sur C. Nous allons donc ici remplacer Q par son expression. Je rappelle que Q, c'est Q max sinus oméga 0T plus phi de Q. Donc, ça nous fait alors ici Q max au carré sinus carré. Or, mathématiquement parlant, vous vous rappelez alors ici que sinus carré, ce n'est autre que 1 moins sinus carré de x, hein, ce n'est autre que 1 moins cos de 2x sur 2. Donc ça, c'est une relation à caractère mathématique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va essayer de remplacer donc, sinus carré pour que la fonction devienne donc, sous forme de cosinus. Hein. Alors, je remplace. Alors, je vais avoir ici, donc en développant Q max au carré sur 2c, Q max au carré sur 2c, ça c'est le terme Q max au carré sur 2c, multiplié par sinus carré. Or, sinus carré, donc voici son expression. On vient de dire que sinus carré, ce n'est autre que 1 moins cosinus de 2x sur 2. Ça fait 1 moins cosinus de ce qui est entre parenthèses. Cela veut dire 2 oméga 0t plus 2 phi q. Donc, sur 2, donc ça, c'est le terme 2 qui est devant vous, n'est-ce pas? Donc, voici notre expression qu'on va essayer par la suite de développer. Donc, l'énergie électrostatique, c'est 1/2 de Q max au carré sur C multiplié par 1/2, ça nous fait Q max au carré sur 4C, ça c'est le premier terme. Deuxième terme, Q max au carré sur 4C multiplié par cosinus de 2 oméga 0t plus 2 phi de q. Donc, c'est bien une fonction, alors ici, sinusoïdale, bien cosinus, donc c'est plus simple de dire donc sinusoïdale. Donc là, c'est une nouvelle pulsation qu'on va appeler par oméga e. Et là, c'est phi de q, plutôt c'est 2 phi de q qu'on va noter par phi de e. Ces deux fonctions-là, elles sont égales. Donc, je remarque bien alors ici que la fonction énergie électrostatique possède donc une forme sinusoïdale de pulsation oméga e. À quoi est égal oméga e? Oméga e est égal à 2 oméga 0. Je pense que ce résultat-là aussi, vous le connaissez. Donc, oméga e est égal à 2 oméga 0. J'essaie de développer ici. Donc, oméga e est égal à 2 oméga 0. Je remplace, je sais que oméga e est égal à 2 pi sur TE est égal à 2 fois 2 pi sur T0. Donc, ça va nous donner alors ici T0. Tout simplement, est égal à 2t. Alors, c'est un résultat qui est extrêmement important. Donc, vous remarquez bien alors ici que la période propre de l'oscillateur est égale à 2 fois la période énergétique. Je m'explique. Cela veut dire que si votre fonction, elle fait une oscillation, si votre fonction Q, elle fait une oscillation de période T0, votre énergie fait 2 oscillations de période TE. Donc, TE est égal à quoi? Est égal à T0 sur 2. C'est un résultat, parfois, qu'on vous demande d'établir. Si on vous le demande d'établir, donc, vous pouvez donc passer par cette méthode-là. Mais normalement, normalement, vous devez connaître d'avance que T0 est égal à 2TE, parce qu'on vous demandera ça rarement quand même. D'accord? Mais il vaudrait bien donc connaître cette méthode-là donc d'explication. N'est-ce pas? Alors maintenant, alors ici, on va passer à
Donc, ça, on vient de le dire. Donc, EC, l'énergie électrostatique et périodique de période T, est égale à T0 sur 2. Ça, on vient de le dire, n'est-ce pas? Donc, on essaiera de revenir à ces courbes, aux courbes énergétiques pour mieux expliquer ce phénomène-là. Alors, je remarque alors ici la chose suivante, que le cosinus, là, le cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, cosinus est compris, ou bien ce cosinus-là, c'est comme vous voulez, hein, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, l'énergie électrostatique ne peut pas avoir des valeurs négatives, donc elle va être comprise entre 0 et 1/2 de Q max au carré sur C. Je m'explique quand même ici, regardez bien. Donc, puisque cosinus, il est compris entre moins 1 et 1, prenons les cas extrêmes. Si votre cosinus est égal à 1, si votre cosinus, la valeur extrême, c'est 1. Je remplace, ça fait 1/2 de Q max au carré sur 2C, moins 1/2 de Q max au carré sur 2C. Donc, ça va nous donner, alors ici, tout cela est égal à 1. Donc, 1 moins 1 en facteur, ça nous fait 0. Donc, lorsque le cosinus est égal à 1, l'énergie électrostatique, elle est égale à 0. Sinon, si votre cosinus, il est égal à moins 1, donc, moins par moins, ça fait plus. Vous allez avoir alors ici 1/2 de Q max au carré sur C. Récapitulons, parce que j'ai besoin de ce résultat-là tout à l'heure. Si le cosinus est égal à 1, l'énergie électrostatique, elle est égale à 0. Si le cosinus présente la valeur la plus petite possible, moins 1, votre énergie électrostatique, c'est 1/2 de Q max au carré sur 2C. En tous les cas, pour le moment, donc voici le domaine de variation de votre énergie électrostatique. C'est une énergie qui est toujours positive. Passons à autre chose. Donc, l'énergie magnétique maintenant, l'énergie qui est présente dans la bobine, c'est 1/2 de LI au carré, sachant que I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Voici notre expression de l'intensité I en fonction du temps. Ça nous fait alors ici Q max fois oméga 0, le terme donc qui représente en fin de compte quoi? En fin de compte, ça représente alors ici I max, bien entendu. C'est I max fois cosinus. Vous avez le choix soit de laisser cosinus, soit de passer à sinus. C'est comme vous voulez, à votre aise. Donc, on va alors essayer maintenant d'exprimer l'énergie magnétique de la bobine. C'est 1/2 de LI au carré. Je remplace. Ça fait 1/2 de L fois tout ce terme-là élevé au carré. Donc, Q max au carré, oméga 0 carré fois cosinus carré de tout cela. Et on sait alors ici, comme tout à l'heure, que cos carré, mathématiquement parlant, cos carré de x n'est autre que 1 plus cos de 2x sur 2. Donc, ça, c'est un résultat trigonométrique que vous devez alors ici connaître. Hein? D'accord? Donc, je développe et je remplace donc ce cos carré donc avec cette expression-là. On va avoir alors ici 1/2 de LQ max au carré, oméga 0 au carré, tout ce terme-là, on le retrouve ici, multiplié par cos carré. Cos carré, c'est 1 plus cosinus de 2 fois ce qui était à l'intérieur. Donc, c'est 2 oméga 0t plus phi de q, divisé par 2. Et comme nous avons Q max au carré fois oméga 0 au carré est égal à I max au carré, je rappelle que I max est égal à Q max fois oméga 0, ça vous devez le savoir. Donc, je remarque ici que l'énergie magnétique peut s'écrire donc de la façon suivante. Donc, essayons alors maintenant de faire la chose suivante. Rappelez-vous ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons dit que le cos, il était compris entre moins 1 et plus 1. Donc, si cos, il est égal à 1, donc ça nous fait alors ici 1/2 de LI max au carré plus un quart de LI max au carré plus un quart de LI max au carré. C'est égal à 1 ici. Hein? Donc, ça fait 2 quarts et 2 quarts, ça fait 1/2. Donc, alors, l'énergie est égale à 1/2 de LI max au carré, donc elle est valable. Sauf que, rappelez-vous tout à l'heure, l'énergie électrostatique, lorsque le cosinus il était égal à 1, c'était une énergie qui est égale à 0. Tiens, ça me donne une petite idée, alors ici, que je connais déjà d'avance, c'est que lorsque le cos est égal à 1, l'énergie magnétique atteint sa valeur la plus grande possible, l'énergie électrostatique atteint sa valeur la plus petite possible. Sinon, si votre cos est égal à moins 1, donc alors vous allez avoir un quart de LI max au carré moins L quart de LI max au carré, ça nous fait 0. Donc, lorsque le cosinus est égal à moins 1, l'énergie magnétique est nulle. Tiens, alors que l'énergie électrostatique, elle était maximale. Donc, vous remarquez bien alors ici que de deux fonctions, énergie électrostatique et énergie magnétique, s'alternent. Lorsque l'une est maximale, l'autre est minimale et est égale à 0. C'est vraiment un résultat qui est assez important. Ça, on vient de le dire. Donc, cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, l'énergie magnétique est comprise entre 0 et
1 demi de Q max au carré sur C, ou bien 1 demi de Li max au carré. C'est le même domaine de variation de soit l'énergie électrostatique, soit l'énergie magnétique. Je vous laisse donc un tout petit peu de temps pour visualiser donc la démonstration, puis on va passer à autre chose. D'accord? Donc, on va alors maintenant essayer donc de conclure, de tirer les conclusions. Alors, nous avons montré que lorsque l'énergie électrostatique est maximale, l'énergie magnétique est minimale. Minimale, cela veut dire qu'elle est égale à 0, tout simplement. Alors, le phénomène peut être expliqué de façon inverse. Lorsque l'énergie électrostatique est minimale et elle vaut 0, bien entendu, l'énergie magnétique doit être maximale. Elle est égale à 1 demi de Li max au carré ou bien 1 demi de Q max au carré sur C. Deuxième constatation qu'on a donc ici essayé donc de trouver ensemble. Alors, il y a transformation mutuelle des deux formes d'énergie. Cela veut dire que lorsque le condensateur il est en train de se charger, lorsque l'énergie du condensateur elle augmente, donc logiquement, l'énergie de la bobine va diminuer parce que l'énergie qui va être accumulée par le condensateur ne provient que de la bobine. Et vice-versa, cela veut dire que lorsque le condensateur va se vider, allez, on ne va pas dire qu'il va se vider, le condensateur il va se décharger. L'énergie que va perdre le condensateur va être accumulée par la bobine et l'énergie de la bobine, elle va augmenter parce que votre système est un système donc isolé de l'extérieur et son énergie elle reste constante. Y a-t-il autre chose à noter aujourd'hui? L'énergie totale emmagasinée dans le circuit est 1 demi de Li max au carré, 1 demi de Q max au carré sur C, ou bien tout simplement, c'est l'énergie qu'on peut utiliser à tout moment, sauf que cette expression-là ne vous donne rien, sauf si vous connaissez la valeur de Q et la valeur de I à un instant précis. Bon, c'est possible de faire les calculs pour chercher l'énergie totale. D'accord? Bien. Autre chose maintenant, donc, dernier paragraphe, les courbes d'énergie et les fameuses courbes d'énergie. Donc, il y a beaucoup de courbes d'énergie qu'on va essayer donc de très vite donc de revoir. Je pense que vous avez une petite idée là-dessus. Alors, commençons alors ici par les énergies en fonction de l'intensité I. Je voudrais bien alors ici tracer les différentes énergies possibles, énergie totale, énergie électrostatique et énergie magnétique en fonction de I. Alors, attention, là, donc il faut dresser donc les expressions des différentes énergies en fonction de I. Je commence par hasard par l'énergie magnétique, parce que je rappelle que l'énergie magnétique, c'est 1 demi de Li au carré. Alors, l'énergie magnétique, c'est EL, c'est 1 demi de Li au carré. D'accord? Donc, je remarque bien alors ici que si je veux tracer l'énergie magnétique en fonction de I, pas en fonction de I au carré, hein, en fonction de I, ça va nous donner alors ici une parabole et le coefficient donc A c'est une parabole de la forme A fois I au carré. Donc le coefficient de la parabole c'est 1 demi de L. Donc c'est une parabole, donc je vais vous montrer donc l'allure de la courbe. Donc voici la courbe qui traduit la variation de l'énergie magnétique. C'est une parabole qui possède donc ici 3 valeurs particulières. Si donc ça c'est l'axe des I, hein, et ça c'est l'axe des énergies magnétiques. W ou bien E, c'est la même chose, donc ce sont des simples notations. Alors, le problème est le suivant, donc il vaudrait mieux donc savoir comment tracer les courbes, mais aussi, il faut être donc ici capable de lire les courbes. Vous avez une courbe devant vous, donc est-ce qu'il est possible de tirer quelques donc, constatations à partir de cette courbe-là? Ben oui. Donc, c'est une courbe qui admet un domaine de définition de ce côté-là. Donc, apparemment, cette valeur-là de I n'est autre que la valeur extrême, ce sont des valeurs quelconques, hein. Une valeur extrême, ça ce n'est autre que I max. De ce côté-là, donc l'énergie magnétique atteint une valeur la plus grande possible pour une valeur de I qui est extrême de ce côté-là, c'est bien entendu, c'est moins I max. Donc, à partir de ce graphe-là, il est possible de déterminer la valeur de I max. Qu'est-ce qu'il est possible de chercher encore? Bon, je rappelle alors ici que pour I est égal à 0, donc l'énergie magnétique est égale à 0. Pour I est égal à I max, l'énergie magnétique, c'est 1 demi de Li max au carré. Un deuxième point. Un troisième point pour I égale à moins I max élevé au carré. Le signe moins, il disparaît en cours de route. Alors, vous avez votre parabole. C'est une parabole donc renversée vers le bas. Donc, on parle un langage assez simple, hein. Donc, voici la courbe qui traduit l'énergie magnétique. Vous allez me dire où est la courbe de l'énergie totale. Bon, ça c'est simple. Je remarque alors ici, je rappelle que l'énergie totale de l'oscillateur, c'est 1 demi de Li max au carré. Donc, ces valeurs-là, ce ne sont autres que les valeurs
de l'énergie magnétique extrême, maximale. Donc, en fin de compte, l'énergie totale de l'oscillateur, rappelez-vous, on a dit que l'énergie totale de l'oscillateur, elle était constante. Donc, la courbe qui traduit la variation de E est une courbe parfaitement horizontale. Attention, il ne faut pas sortir du domaine. Le domaine, c'est plus Imax, moins Imax, donc il ne faut pas sortir du domaine de définition de I. Donc, alors, quelles sont les grandeurs qu'on peut lire à partir de la courbe de l'énergie magnétique en fonction de I? Tout simplement, on peut chercher Imax. On peut chercher l'énergie totale, là, qui vaut alors ici 0,002 joules, par exemple. Par exemple, ce sont des valeurs qui sont données dans le tas. Hein. D'accord? C'est tout. C'est tout, d'accord? Alors maintenant, essayons de tracer l'autre courbe. Qu'est-ce qui reste alors ici? La courbe qui traduit la variation de l'énergie électrostatique en fonction de I. L'énergie électrostatique, son expression, c'est 1/2 de Q au carré sur C. Il ne faut pas chercher du côté de dérivée ou bien autre chose. Attention, il faut exprimer l'énergie électrostatique en fonction de I. Je rappelle que l'énergie électrostatique n'est autre que l'énergie totale moins l'énergie magnétique. Donc c'est moins 1/2 de LI au carré. Et là, je pense que c'est l'équation d'une parabole. Donc, c'est de la forme y égale à ax au carré plus b est une constante, ça c'est l'énergie totale. Donc, si vous voulez réussir la tracer mathématiquement, sinon on fait d'une façon beaucoup plus simple. Alors, si votre I elle est égale à 0, donc qu'est-ce qui reste? Il reste que l'énergie électrostatique est maximale, elle est égale à énergie totale. Si votre I est égal à plus Imax ou bien moins Imax, ça nous fait alors ici 1/2 de L Imax au carré moins 1/2 de L Imax au carré. Et ça nous donne donc deux valeurs qui sont nulles de ce côté-là. Alors la courbe est une parabole qui passe par ces trois points-là. Donc voici l'allure de la courbe de l'énergie électrostatique, électrique. D'accord? Même si on vous donne cette courbe-là, vous devez être donc capable de profiter de cette courbe-là, de chercher, de trouver la valeur de Imax et de trouver la valeur de l'énergie totale ou bien de l'énergie électrostatique maximale. Parce qu'en fin de compte, l'énergie électrostatique maximale n'est autre que la valeur de l'énergie totale. Donc voici la première forme d'énergie, les courbes qui représentent les variations des énergies en fonction de I. Passons à autre chose. Donc, les énergies en fonction de Q au carré. Là, je vous propose, par exemple, de représenter la fonction, par exemple, E électrostatique, en fonction de Q au carré. Ça nous fait alors ici 1/2 de Q au carré sur C. Alors, c'est de la forme Y égale A fois X. Attention, c'est en fonction de U au carré. Et Y égale à A fois X n'est autre qu'une droite linéaire. Passons à l'énergie magnétique. L'énergie magnétique, E, L, c'est l'énergie totale moins 1/2 de Q au carré sur 2C, l'énergie électrostatique. Ça, c'est une équation de la forme Y égale à A fois X plus B. Je pense que j'ai ajouté alors ici un 2 supplémentaire. Donc, il n'y a pas de 2 ici. Hein? D'accord? Donc, voici l'expression définitive de l'énergie magnétique. C'est Y est égal à multiplié par X plus B. A égale à Y égale à A fois X plus B. Ce n'est autre qu'une droite affine puisqu'elle présente une ordonnée à l'origine. Et elle présente une pente qui est négative. Donc, si on vous demande un jour de prouver que la courbe, ça va être une droite, donc vous devez passer par cette expression-là. Vous allez dire la chose suivante. C'est l'expression d'une droite de pente négative et d'ordonnée à l'origine qui est positive. Je rappelle que l'énergie totale est positive. Voici d'ailleurs la courbe qui traduit la variation de l'énergie magnétique en fonction de Q au carré. Donc l'énergie magnétique en fonction de Q au carré, c'est bien une droite de pente négative. Donc, vous allez me dire, alors ici, comment on profite de ces courbes-là pour chercher des grandeurs? Eh bien, tout simplement, je lis les axes. Là, vous avez l'axe des Q au carré. Et Q au carré, regardez bien son unité. Donc, entre parenthèses, c'est 10 puissance moins 10 coulombs au carré. Donc, cette valeur-là n'est autre que la charge maximale au carré. Donc, 5,76 10 puissance moins 10, ce n'est autre que Qmax au carré. Donc, si vous voulez chercher alors ici Qmax, il suffit de faire la racine carrée. Donc, Qmaxi donc, est égal à racine carrée de
5, par exemple, 76, 10 puissance moins 10, donc, bien entendu, coulomb. Donc, c'est ça l'intérêt des courbes. L'intérêt des courbes, c'est savoir donc profiter pour chercher des grandeurs. Vous allez me dire que représente cette valeur-là. Eh bien, cette valeur-là n'est autre que la valeur maximale de l'énergie magnétique. Et la valeur maximale de l'énergie magnétique n'est autre que l'énergie totale. Donc, apparemment, 14,4 multiplié par 10 puissance moins 5 joules, ce n'est autre que l'énergie totale de votre oscillateur, donc qui doit être constant tout le temps. Alors, pour chercher alors ici, ou bien pour tracer plutôt la courbe qui traduit la variation de l'énergie totale, eh ben, c'est une courbe qui va avoir une valeur qui est constante. Voici la courbe qui traduit donc la variation de l'énergie totale en fonction de Q au carré. Attention, il ne faut pas dépasser le domaine de Q max au carré. Donc maintenant, vous allez me dire alors ici comment tracer cette courbe-là. C'est assez simple. Donc c'est une courbe alors ici qui doit être une droite de la forme y égale à a fois x, ça on l'a dit tout à l'heure. La pente, elle est positive. Donc pour Q égale à 0, pardon. Pour Q égale à 0, l'énergie électrostatique, elle est égale à 0. Pour Q est égal à Q max, donc, vous allez avoir ici Q max au carré sur 2C, ça fait bien donc l'énergie totale. Voici donc le dernier point. Et la courbe est une droite, ça on vient de le dire, qui est donc une droite linéaire. Donc, voici la courbe qui traduit la variation de l'énergie électrostatique. Donc, même cette courbe-là vous permet alors ici, bien entendu, de chercher la valeur de l'énergie totale. Ce point-là, ça correspond à l'énergie totale. Et elle vous permet aussi de chercher la pente de cette droite-là, ce n'est autre que 1 sur 2C. La pente de l'autre droite, c'est moins 1 sur 2C. Donc, vous allez trouver la même valeur de C, bien entendu. Donc, ça, c'est pour les énergies en fonction de Q au carré. Maintenant, dernière forme d'énergie, les énergies en fonction du temps. Et là, ça devient un tout petit peu compliqué, sauf que nous avons donc des antécédents avec cette méthode-là. Nous avons montré tout à l'heure que l'énergie en fonction du temps est une constante. Comment tracer alors ici ces énergies-là? Voici une courbe qui traduit la variation de Q en fonction du temps. Donc, on va essayer de tracer les courbes des énergies en fonction du temps, point par point. Rappelez-vous alors ici que nous avons dit que les énergies, ça c'est l'axe des énergies, c'était des grandeurs strictement positives. Alors, commençons alors ici par tracer les courbes des énergies, point par point. Alors là, vous avez la courbe qui traduit la variation de Q. Donc, Q, elle est maximale. Donc, je rappelle que l'énergie électrostatique, c'est 1/2 de Q au carré sur C. Donc, lorsque Q est maximale, l'énergie électrostatique est maximale. Voici un premier point. Alors, lorsque Q est maximale, l'énergie est maximale. Voici notre point de même valeur. Lorsque Q est maximale, l'énergie électrostatique est maximale. Maintenant, lorsque Q est égal à moins Q max, c'est la valeur donc ici opposée de Q max. Donc si on élève au carré, donc vous allez retrouver la même valeur que celle qui est inscrite ici. Donc pour Q égale à moins Q max, alors vous allez retrouver la même grandeur, une grandeur qui est strictement positive. Pour Q est égal à moins Q max, donc ça fait 1 sur 2C, moins Q max au carré, ça fait Q max au carré sur 2C. Alors pour ce point-là, vous avez donc ici une valeur de l'énergie qui est maximale. Entre-temps, donc votre Q passe par une valeur nulle, donc forcément l'énergie électrostatique est nulle. Ici, l'énergie électrostatique est nulle. Là, l'énergie électrostatique est nulle. Là, vous avez un autre point. Vous avez quand même donc suffisamment de points pour pouvoir tracer la courbe point par point. Donc, voici l'allure de la courbe. Donc, c'est une courbe qui est parfaitement sinusoïdale, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc, voici l'allure de la courbe. Donc, qui traduit donc, la variation de l'énergie électrostatique en fonction du temps. Attention, nous nous sommes placés ici dans le cas où Q, au départ, elle est maximale, ce qui se traduit par la phase initiale de Q est égale à plus pi sur 2 radians. Et vous savez très bien que dans le nouveau programme, donc il faut toujours commencer à un instant t égal à 0 par une charge Q qui est maximale parce qu'on considère qu'au début de l'expérience, lorsqu'on va commencer la décharge, il faut commencer par un condensateur complètement chargé avec la plaque par laquelle qui rentre le sens de parcours qui doit être chargé positivement. Donc là, attention, nous sommes dans le cas où phi de Q est égal à pi sur 2, mais n'ayez crainte. Donc normalement, on devrait toujours utiliser la valeur
P de Q est égal à plus pi sur 2. Donc, si vous trouvez des exercices où la phase initiale n'est pas égale à plus pi sur 2, je pense que c'est de l'ancien programme. Alors, autre courbe alors maintenant, la courbe de l'énergie totale. L'énergie totale n'est autre que le maximum de l'énergie électrostatique. Ça va être une courbe qui est constante. Donc, voici la courbe de l'énergie totale. D'accord? Donc, ça, c'est la courbe de l'énergie électrostatique. Maintenant, la courbe de l'énergie magnétique, c'est une courbe qui est, elle aussi, elle est sinusoïdale, qui est toujours positive. Je rappelle que cette courbe-là, elle est toujours positive. Et rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, il y avait alternance entre les deux formes d'énergie. Lorsque l'une est maximale, l'autre est minimale et nulle. Maximale, donc nulle. Celle-là, elle est maximale, donc nulle. Nulle et nulle. Voilà, nulle. Donc, j'y arrive. Alors, là, alors que lorsque l'énergie électrostatique est nulle, l'énergie de la bobine, l'énergie magnétique devrait être maximale. Donc, voici les valeurs correspondantes. Et là, donc, je pense qu'apparemment, nous sommes capables de tracer l'allure de la courbe de l'énergie magnétique. Voici votre allure de la courbe de l'énergie magnétique. C'est bien une allure, hein? Attention, ce n'est pas une courbe à 100% exacte. Donc, voici l'énergie magnétique. Donc, vous remarquez bien alors ici que les deux courbes énergie électrostatique et énergie magnétique sont enveloppées dans l'énergie totale. Donc, ça, c'est la courbe de l'énergie totale. Donc, voici alors ici, donc, tout simplement les différentes formes d'énergie en fonction, les différentes courbes des énergies en fonction du temps. Donc là, on va juste donc tracer l'allure que je viens de représenter. Là, on a donc repris donc l'énergie, donc la période de l'énergie qui n'est autre que la moitié de la période propre, les différentes courbes. Celle qui est entrée discontinue gras, c'est l'énergie totale. Celle qui est entrée continue gras, c'est l'énergie électrostatique. Et celle-là, donc c'est l'énergie magnétique. Donc je pense que, et ça c'est valable bien sûr pour une phase initiale qui est égale à plus pi sur 2. Alors, je pense que sur cette partie-là, donc on vient de terminer notre séance d'aujourd'hui. Je pense et j'espère que vous avez bien saisi ce que nous avons dit aujourd'hui. Merci de votre attention et bonne chance.